Bonsoir, bonsoir Hugo Clément. Bonsoir. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Hugo Clément, vous êtes journaliste, producteur, présentateur, écologiste aussi, on peut le dire, auteur de 2 livres. Il y a le premier, Comment j'ai arrêté de manger les animaux, c'est le plus connu. Et puis un deuxième, Journal de guerre écologique. Vous serez en conférence à Genève le 2 décembre avec ce titre, Le pouvoir est dans votre assiette. Le pouvoir de changer quoi? Le pouvoir de quoi? De changer beaucoup de choses. L'alimentation, c'est un des principaux leviers pour agir en faveur de l'environnement, pour agir sur le climat et pour agir aussi sur la préservation de la biodiversité et la question de la souffrance animale. On mange tous 3 fois par jour, alors certains un peu plus, certains un peu moins, mais c'est des actes d'achat quotidiens, l'alimentation, et c'est donc une manière importante et très efficace de changer les choses. Vous êtes végane aujourd'hui? Non. Je suis végétarien. Végétarien. Alors, la nuance, c'est que je mange encore des œufs et des produits laitiers. Voilà. Et vous étiez un grand carnivore? Je mangeais beaucoup de viande, beaucoup de poissons aussi, parce que mon papa est pêcheur, donc je mangeais beaucoup d'animaux en règle générale, et je ne m'intéressais pas particulièrement à la question de la souffrance animale il y a encore 6-7 ans. Et le déclic, vous l'avez eu comment, quand ? Le déclic, ça a été un cheminement à travers mes reportages, en fait, à travers mon métier, qui m'ont amené à découvrir de mes propres yeux des choses que je n'imaginais pas, notamment la réalité des élevages intensifs, des rencontres avec des ouvriers qui travaillent dans les abattoirs, des reportages dans les forêts qui sont détruites pour l'élevage intensif. Enfin, voilà, un ensemble de facteurs qui petit à petit m'ont amené à prendre cette décision de ne plus manger d'animaux. Mais le but de ces livres et le but de la conférence, c'est pas de dire aux gens qu'il faut absolument devenir végétarien, c'est de donner les informations pour qu'ils aient les clés, les connaissances pour faire leur choix en connaissance de cause. Si tout le monde sur la planète était végétarien, est-ce que vraiment tout irait pour le mieux ? Pour le mieux, certainement pas. Ça réglerait pas tous les problèmes, mais ça irait mieux, en tout cas. Et même sans aller jusqu'à ce fantasme qui est complètement irréaliste que tout le monde devienne végétarien, si une partie importante de la population le devenait, ou en tout cas si une grande partie de la population réduisait fortement sa consommation de viande et de poisson, sans forcément l'arrêter complètement, on réglerait une partie du problème climatique et de l'effondrement de la biodiversité. Quelques exemples, vous en parlez dans vos livres, surtout dans le premier, Comment j'ai arrêté de manger les animaux. Si voilà, on passe à un régime végétarien, concrètement, qu'est-ce qui change sur la planète Terre ? Il y a plein de choses qui changent. La première chose qui changerait, c'est l'occupation de l'espace naturel. Il faut savoir que la majorité de la surface agricole mondiale aujourd'hui est utilisée par l'élevage. Donc soit pour faire des pâturages, soit, et j'ai même envie de dire surtout, pour cultiver des végétaux qui vont servir à nourrir les animaux d'élevage. Par exemple, le maïs en France, les immenses champs de maïs qu'on a, sont destinés principalement à nourrir les animaux d'élevage. Et donc on monopolise énormément de sol, énormément d'espace naturel pour l'élevage. Et si il y avait une consommation qui chutait de manière très importante, forcément on pourrait libérer de l'espace qui est aujourd'hui occupé par l'agriculture intensive. L'Europe et l'Amérique du Sud? Oui, alors ça c'est en termes d'espace. Exactement, la surface agricole mondiale occupée par l'élevage, monopolisée par l'élevage, correspond à une superficie égale à celle de l'Europe et de l'Amérique du Sud réunies. Donc il faudrait bien cultiver d'autres choses quand même pour pouvoir manger. Oui, cultiver des végétaux pour manger directement ces végétaux, c'est ce qu'on fait déjà aujourd'hui. Mais si vous voulez, pour produire 1 kilo de lentilles ou 1 kilo de céréales, on a besoin de beaucoup moins d'espace que pour produire 1 kilo de bœuf, puisqu'une vache, ça mange énormément de végétaux, donc il faut produire énormément et cultiver énormément pour nourrir les vaches, alors qu'on pourrait utiliser cet espace autrement. Mais encore une fois, il ne s'agit pas que tout le monde devienne végétarien ou vegan, il s'agit de réduire notre consommation, parce que le niveau actuel de consommation de produits animaux n'est pas compatible avec la préservation de l'environnement. Donc vous êtes pour, par exemple, une viande locale, élevée en plein air, qu'on consommerait de temps en temps, raisonnablement? Exactement, consommer moins, ça c'est la première chose. Alors la viande locale élevée en plein air, c'est mieux pour les animaux. On les tue quand même au final. On les tue quand même, mais bon, ça c'est voilà. Ça après on rentre dans un débat philosophique de faut-il tuer pour se nourrir, c'est une autre question, mais on n'en est pas là. C'est sûr que c'est mieux pour les animaux. Pour l'environnement, c'est pas forcément mieux parce que l'élevage plein air monopolise beaucoup d'espace, parce que ces animaux ont un bilan quand même en termes de pollution qui est très important. Donc c'est mieux pour la souffrance animale, c'est pas forcément mieux pour l'environnement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vaut mieux se tourner vers une production artisanale en mangeant beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poisson,
que manger de la viande et du poisson tous les jours qui viennent de l'élevage et de la pêche intensive. Alors, dans vos livres, comme dans vos reportages et les constats, puis il y a les solutions. Et puis, alors, il y a une petite solution, page 223, ça c'est dans le deuxième livre. Je ne vais pas déflorer le secret de ce livre, mais il y a le petit menu, je ne sais pas, le menu un peu exemplaire du végétarien, voire peut-être même du vegan. On a donc, là, c'est pas la page 223, hop, on va la trouver. Non, mais c'est ce livre-là. Voilà. Faut prendre le bon livre, Jérémy. Faut prendre le bon livre, hein. Tous ces livres, j'ai plus l'habitude. Hop, 223, le menu. Un petit déjeuner, donc un peu de muesli, du lait de soja, un jus d'orange pressé, puis après une salade avec du quinoa, du chou, un avocat, quelques graines, une tranche de pain complet, quelques fraises, un café, et puis après pour le soir, une part de quiche vegan, farine de pois chiches, légumes divers, champignons, graines, crème de soja, huile, maïzena, salade verte. Mais c'est déprimant comme menu. Je savais que vous alliez me dire ça. Alors, c'est pas le menu. Vous déformez un peu, parce que c'est pas le menu exemplaire du végétarien. Voilà, c'est un des menus d'été qu'on peut manger. En fait, ce que j'ai décrit dans ce menu, c'est pas ce que moi j'aime manger, parce que moi, c'est pas forcément ce que j'aime. C'est ce qui correspond aux apports recommandés par les agences de santé publique. C'est-à-dire, c'est pas un menu qui est là pour faire plaisir, c'est juste pour montrer. Un peu par l'absurde qu'avec un menu relativement frugal et uniquement végétal, on peut cocher toutes les cases des apports recommandés par les agences de santé publique. Qu'on mange trop, en fait, c'est ça. La réalité aujourd'hui, effectivement, dans le monde occidental, c'est que le plus gros fléau de santé publique, c'est le surpoids, l'obésité, qui provoque tout un tas de pathologies, et que ce surpoids et cette obésité s'expliquent notamment par une surconsommation de sucre et une surconsommation de protéines. On mange trop de protéines aujourd'hui en France. On a un apport protéinique qui est trop élevé, et on a, à l'inverse, des carences, notamment des carences en vitamines, des carences en fruits, des carences en légumes. Globalement, les Français mangent trop de viande et pas assez de fruits et légumes frais. Et ça, tous les scientifiques et tous les nutritionnistes le disent. Donc, c'était pour expliquer, pour montrer un peu par un exemple qui peut paraître ridicule, qu'on peut se passer, en tout cas, on peut réduire sa consommation de viande et de poisson. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais en manger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se faire un barbecue avec les copains l'été si on a envie, qu'on ne peut pas manger un poisson au bord de la mer quand on y est. Il faut aussi penser quand même à la santé mentale des gens. Ça fait plaisir de manger un bon steak de temps. Bien sûr. Alors moi, je vous rassure, j'en mange plus, mais je me fais quand même plaisir en mangeant. Voilà, il y a plein de manières de se faire plaisir en mangeant sans manger de viande et de poisson. Mais encore une fois, l'idée, c'est pas que tout le monde arrête, c'est de réduire cette consommation qui est aujourd'hui une consommation à outrance et qui a des conséquences pour les animaux. En France, on abat 3 millions d'animaux par jour. C'est quand même un chiffre énorme pour la consommation. Et surtout, qui a des conséquences pour l'environnement et donc pour nous. Dans votre menu, quand même, il y a des aliments qui peuvent poser problème. On pense notamment au soja, à l'avocat, qui ont des impacts sur l'environnement assez importants. Il y a aussi d'autres aliments, il faut vraiment les consommer en fonction des saisons. Il y a de l'avocat dans le menu ? Il y a de l'avocat. Oui, il y avait un petit avocat. Il y avait un petit avocat. Voilà, avocat avec la salade pour donner du goût. D'accord. Le quinoa et le chou. D'accord, ça fait 3 ans que je l'écris ce livre, je me rappelle plus ce qu'il y a dedans. C'est pas parce qu'on ne mange plus de viande que forcément on fait des bonnes choses pour l'environnement. Alors, c'est ce que j'écris dans le livre. C'est pas parce qu'on est végétarien qu'on est quelqu'un de bien, et c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on est un salaud. Hein, c'est pas un tampon de pureté morale. C'est pas du tout ça dont il s'agit. La réalité, en revanche, c'est que l'aliment qui a le plus d'impact sur l'environnement aujourd'hui, et de loin, de très loin, c'est pour ce qui concerne la terre, la viande, et particulièrement la viande de bœuf, et pour ce qui concerne les océans, le poisson. Le premier facteur de destruction de la biodiversité dans les océans, c'est la pêche. Et donc ça, c'est factuel. La consommation en eau, effectivement, il n'y a rien qui consomme plus d'eau que la viande de bœuf. Alors oui, le café, le chocolat, les avocats, tout ça, ça a un impact sur l'environnement. Et moi, je défends... au-delà du végétarisme, je défends le fait de s'approvisionner localement avec les producteurs qui nous entourent et d'acheter les fruits et légumes de saison produits le plus proche possible de chez nous. Donc je défends absolument pas le fait d'importer des fruits et des légumes de l'autre bout de la planète. Je trouve même que c'est complètement aberrant. Mais le fait est que la viande et le poisson sont les aliments qui ont le plus d'impact sur la planète et évidemment sur les animaux. D'une manière générale, vous alertez sur l'état de la planète. Vous êtes heureusement pas le seul, mais vous dites quand même dans votre livre « Journal de guerre écologique » qui représente un peu la synthèse des reportages que vous avez faits sur le terrain, vous dites on est devant une extinction de masse comme celle que les dinosaures ont connue à l'époque ? Alors, c'est pas moi qui le dis, parce que j'ai pas les compétences pour dire ça, mais effectivement, c'est ce que disent les scientifiques. On entre dans une nouvelle extinction de masse.
Le rythme de disparition des espèces a été multiplié par 100 en un siècle. Donc on assiste à une accélération du phénomène qui fait dire aux scientifiques qu'effectivement, on est à l'aube de ce qu'ils appellent l'Holocène, à savoir une nouvelle extinction de masse, qui est la première extinction de masse de l'histoire de la planète, provoquée par une espèce vivante. Les extinctions précédentes ont été provoquées par des événements extérieurs, ou des événements climatiques, ou des météorites, ou des changements assez subis de climat. Mais là, c'est la première fois que c'est nous, l'espèce humaine, qui sommes responsables de cette extinction de masse. Et il faut voir la... Elle a déjà commencé. Elle a commencé et elle s'accélère. Et en fait, j'aime bien l'image qu'un biologiste m'a donnée récemment, qui consiste à dire qu'il faut voir la biodiversité comme une maison dans laquelle on se trouve. On est dans une maison et chaque espèce qui nous entoure est une brique de cette maison. Alors s'il y a une espèce qui disparaît, on enlève une brique, bon, la maison elle bouge pas, c'est pas très grave. S'il y a 10 espèces qui disparaissent, il commence à y avoir quelques fissures. Quand on enlève 10 briques, s'il y a 100 espèces qui disparaissent et qu'on enlève 100 briques, la maison commence à trembler. Et puis si on en enlève 500, là, la maison nous tombe dessus. Et c'est vraiment ça qui est en train de se passer. L'extinction des espèces, c'est pas juste de se dire « Oh, c'est triste, on verra plus de rhinocéros ». Si c'était que ça, bon, ça serait triste, mais ça serait peut-être pas grave pour nous, pour l'humanité. Mais le problème, c'est que la perte de biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, en bout de chaîne, c'est nous, les êtres humains, qui allons en subir les conséquences. Donc vous dites que l'homme pourrait disparaître? Non, moi je dis pas ça, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal. Ce que disent les scientifiques, c'est que, en tout cas, l'humanité telle qu'on la connaît aujourd'hui, le monde tel qu'on l'habite aujourd'hui, avec un accès aux ressources, avec dans nos pays occidentaux de l'eau à volonté, quand on ouvre le robinet, l'eau coule, avec un accès aux ressources alimentaires qui ne pose pas de problème aujourd'hui chez nous, avec un climat qui est encore compatible avec nos impératifs biologiques, tout ça est menacé, effectivement. Et on peut très bien se retrouver dans un monde, alors peut-être pas dans un monde où l'humanité aura disparu, quoique c'est possible, hein, les espèces apparaissent et disparaissent, hein, et on est une espèce animale comme les autres, mais si on continue sur cette trajectoire, les scientifiques nous disent qu'on va être dans un monde qui ne ressemble plus du tout à celui dans lequel on vit aujourd'hui et dans lequel l'existence sera beaucoup plus pénible. Donc le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, tel qu'on le voit derrière vous avec cette... Bon, c'est pas un vrai monde. Hein. C'est pas un vrai monde, mais voilà, le monde qu'on connaît et le seul monde qu'on connaît aujourd'hui, il est malheureusement probable que dans quelques décennies ou quelques siècles, ce monde-là ait disparu, si on continue sur cette trajectoire-là. Mais en même temps, l'être humain a toujours trouvé des solutions. On continuera de trouver des solutions pour contourner le problème, non? Oui, alors ça, c'est un peu une manière de se rassurer, hein, c'est-à-dire que... c'est un peu comme quelqu'un qui saute d'un avion avec un parachute qui ne s'ouvre pas et puis qui essaye de se persuader à 10 mètres au-dessus du sol qu'il va trouver un moyen de l'ouvrir. Oui, c'est possible, mais c'est aussi possible qu'on ne trouve pas de solution. Et se reposer sur des solutions technologiques qui n'existent pas aujourd'hui pour régler le problème du changement climatique en disant « on trouvera bien un jour », moi, je ne suis pas très rassuré avec cette manière de voir les choses. Parce qu'on est face à un problème qu'on a provoqué, qui est d'ampleur inégalée et qui s'accélère. Et tous les scientifiques donc, qui sont spécialistes de ces sujets-là n'ont pas la solution aujourd'hui, sauf celle de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et de mettre fin à certaines pratiques. Donc je pense qu'en attendant de trouver ces solutions, il faut déjà essayer de réduire les causes de ce qui nous arrive en pleine figure. En même temps, on a vu avec le confinement, tout d'un coup, des espèces qui reviennent. Voilà, on a revu des poissons, des méduses à Venise, des animaux en ville, etc. Donc il suffit de peu, au final. Il suffit que l'homme disparaisse et en quelques jours, la Terre... Il a suffi d'un arrêt de quelques semaines. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une grosse résilience de la nature. Et c'est ça c'est sur ça que repose beaucoup d'espoir. C'est qu'effectivement, dès qu'on arrête certaines pratiques destructrices, la nature reprend ses droits, les espèces se reconstituent, etc. Après, ce n'est pas forcément un bon exemple parce qu'on ne peut pas... le projet de société, ça ne peut pas être d'enfermer les gens chez eux et d'arrêter tout échange et que plus personne ne bouge. Oui, c'est sûr que ça réglerait le problème climatique, mais ce ne serait pas un monde souhaitable. En tout cas, ce n'est pas un monde dans lequel j'ai envie de vivre. En revanche, il faut repenser notre manière de consommer, notre manière de vivre, et il faut mettre fin aux choses dont on sait qu'elles causent des catastrophes. Voilà, on doit avoir des dirigeants politiques qui ont le courage aujourd'hui de prendre des décisions qui sont difficiles à prendre, qui sont peut-être impopulaires pour certaines d'entre elles, mais qui sont indispensables à la continuité de l'humanité, tout simplement. Vous serez en conférence le 2 décembre à Genève. Quel va être le sens du message que vous allez donner au public qui sera dans la salle, parce que vous avez l'habitude de vous exprimer à travers la télévision, à travers des livres. Là, c'est un exercice un peu différent. C'est un exercice différent. Le sens du message est quand même plus ou moins le même. C'est d'informer déjà les gens qui sont en face. Et c'est toujours plus agréable, je trouve, d'avoir une discussion comme on l'a en ce moment, physique, parce qu'on peut répondre, on peut avoir des questions, on peut avoir quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément
à travers la télévision, et c'est d'avoir un dialogue surtout avec la salle, que les gens puissent se poser des questions, qu'on puisse partager nos expériences, et c'est autre chose que ce que je peux faire à la télé. Parlons un peu de vous, Hugo Clément, vous avez 32 ans, on a déjà l'impression que vous avez plusieurs vies. Ça veut dire que je fais très vieux? Non, vous avez... Encore trop de cheveux gris. Hein, Ah si, j'en ai, mais c'est pas grave, ça fait partie de la vie. Pour un jeune papa, vous avez bonne mine. Ah bah, c'est sympa, merci. Bon, c'est parce que côté... les enfants sont faciles. Ouais, c'est ça. La passion pour le journalisme, d'abord. Comment elle naît, cette passion? C'est une vocation? Non, c'est pas une vocation. Enfin, en tout cas, pas pour moi. C'est pas quelque chose que j'ai voulu faire depuis tout petit ou même au lycée. C'est venu assez tard, au début des études supérieures, où j'ai fait des stages dans la presse locale. J'étais à Toulouse. Et où j'ai trouvé ce métier super. J'avais hésité avec policier, parce que je voulais un métier d'action où il se passait des trucs. Et où j'étais pas dans un bureau. Moi, j'ai un peu l'angoisse des bureaux. D'aller toute la journée dans un bureau, ça m'angoisse. Donc, je voulais un métier où je pouvais être dehors. Et bon, quand je me suis rendu compte que policier, il y avait quand même beaucoup de paperasse, beaucoup de temps passé devant l'ordinateur à taper des PV, bah, je me suis dit, bon, on va faire journaliste du coup. Donc, c'était pas du tout une vocation, comment dire, en me disant, ouais, je vais être journaliste pour sauver la démocratie. Voilà, c'est pas du tout ça. Hein. Je vais pas vous raconter d'histoire. C'était vraiment un truc très égoïste, en fait, au début, de vouloir voyager, découvrir le monde, rencontrer des gens, être tout le temps dehors, là où les choses se passent. Et puis, petit à petit, j'ai été confronté, comme je vous le disais, à tous ces dégâts causés à l'environnement, à toutes ces souffrances qui étaient infligées aux animaux. Et j'ai décidé de me spécialiser un peu là-dedans et de mettre mon métier au service de cet enjeu qui est un enjeu immense. Vous prenez très vite la lumière dans votre jeune carrière de journaliste. Certains disent trop vite. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Et quand on voit quand même votre parcours, hein, vous avez fait France 2, Le Petit Journal, Quotidien, ouais. Combini. Aujourd'hui, il y a ces documentaires sur le front France Télévisions. Ouais. C'est un parcours quand même assez impressionnant. Vous faites des jaloux? Faut demander aux gens qui ressentent ça. Moi, je me pose pas la question. Savoir ce que pensent d'autres journalistes, ça m'intéresse pas trop, pour être honnête, hein, sans vous faire offense. Hein, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir si le grand public trouve notre travail utile. Et si c'est le cas, ça suffit à mon bonheur et ça suffit à me convaincre que c'est important de le faire. Que des journalistes soient jaloux, comme vous le dites, encore que je ne sais pas si c'est le cas, ou que des journalistes aient des critiques à émettre sur la manière dont on travaille. Tant pis pour eux. Voilà. C'est facile de s'extraire des critiques quand on est exposé comme vous? En fait, c'est un choix hein, de s'exposer. Vous le savez comme moi, hein, personne ne vous force à être ici. Il n'y a pas quelqu'un avec un fusil qui vous dit maintenant, il faut aller à la télé. On fait ça parce qu'on aime ça, parce que c'est un métier qui nous plaît, parce qu'on trouve du sens dans ce qu'on fait. Et le jour où le fait qu'on nous critique devienne insupportable, on peut faire un autre métier. On n'est pas à l'usine. Hein. On a décidé d'être là. Donc... c'est un choix, il faut accepter le revers de la médaille. Et ce rapport ambigu à la lumière, le fait qu'on rapporte toujours ça à l'ego, il y a même ce surnom qui avait été cité dans la presse, Ego Clément. Qui avait été un peu inventé par la presse, mais je reconnais que c'est bien trouvé. Mais je sais pas, moi j'ai l'impression que la télévision et le fait de s'exposer, c'est utile pour faire avancer des sujets qui me tiennent à cœur. Et pour faire profiter de cette exposition aussi des gens qui en ont moins, qui en ont pas et qui méritent d'être mis dans la lumière. Donc j'y trouve une utilité. C'est pas simplement pour le plaisir de passer à la télé. Si c'était que ça serait pas très utile, quoi. Valentin a parlé de votre parcours, la rédaction de France 2, quelque chose de plutôt très rangé, en tout cas du journalisme plutôt institutionnel. Puis on voit finalement au fil de votre carrière que vous dirigez vers un discours de plus en plus libre, de plus en plus lâché. Certains même oseront le terme de journaliste militant. Est-ce que vous assumez le côté journaliste militant? Est-ce que c'est compatible, ces deux notions? Engagé, oui, c'est complètement compatible. Hein. Je pense que de faire croire aux gens que les journalistes sont objectifs, c'est un joli mensonge. C'est fini. Il n'y a que les journalistes qui y croient. Enfin, je sais pas, aller faire un micro-trottoir dans la rue, demander aux Genevois s'ils pensent que les journalistes sont objectifs. Je pense que la réponse... Ils disent qu'on est tous à gauche. Soit on vous dira, mais non, ils sont pas, soit ils vous diront non, ils ne sont pas objectifs, ils sont pour tel parti, les autres vous diront que vous êtes pour l'autre. Personne ne croit à l'objectivité des journalistes, sauf les journalistes eux-mêmes. Donc je pense qu'il faut un peu sortir de cette chimère-là. On est des êtres humains, évidemment qu'on est influencé par notre parcours, par nos expériences, notre ressenti de certaines situations, qu'on ne traite pas une situation de manière égale entre chaque journaliste. Chacun est sujet à son parcours d'être humain avant d'être un journaliste. Donc je pense que ce qui compte, c'est l'honnêteté, c'est de ne pas mentir. C'est de chercher la vérité. La base du journalisme, c'est ce travail de recherche de la vérité. Et tant que ça est respecté, tant qu'on est honnête sur les faits, je ne vois pas de problème à ce qu'un journaliste puisse s'engager sur certaines causes qui lui tiennent à cœur. Au contraire, je trouve ça plutôt sain. Vous avez déjà reçu des menaces pour votre travail. Vous avez même été arrêté
en Australie quelques jours, non? Une journée. Une journée. Vous aimez ce côté, vous avez besoin de cette adrénaline aussi, de ce côté voilà, dérangé Je ne suis pas maso, hein, ça me fait pas plaisir d'aller en prison, donc non, c'est pas quelque chose. Il y a des gens qui recherchent ça. Ah bah écoute, tant mieux pour eux, c'est pas mon cas. Je prends pas particulièrement de plaisir à être dans des situations compliquées ou dangereuses, mais parfois c'est important pour les besoins de l'enquête, donc ça peut se justifier. Il y a un côté aventurier chez vous, un peu comme Tintin, le reporter aventurier? Oui, alors je n'ai pas la prétention de me comparer à Tintin, mais non, il y a un côté, en tout cas, j'aime aller me confronter à des situations nouvelles, rencontrer des gens, et c'est ça qui me plaît, moi, dans le travail de journaliste, c'est de faire un truc différent tous les jours et de rencontrer des gens ultra inspirants qui m'apprennent des choses, et j'apprends des choses tous les jours avec ce métier, et ça me rend très heureux. Les réactions très violentes suite à votre travail sont venues d'agriculteurs en France. C'est assez paradoxal, on se dit. Pas que, hein, mais... Disons que voilà, les menaces les plus sérieuses qui ont été portées contre vous, c'était en France. C'est presque plus dangereux de faire des reportages sur les agriculteurs en France que d'aller en Australie enquêter sur les mines de charbon. Oui, alors je sais pas, je pense que ni l'un ni l'autre n'est vraiment dangereux, pour être honnête. On est dans des pays démocratiques, on a la chance d'avoir une presse qui est libre. Alors il y a certainement des problèmes, hein, je dis pas que tout est parfait, mais j'ai pas l'impression d'être en danger en faisant mon métier en France. Voilà. En revanche, dans d'autres pays, effectivement, les journalistes prennent des risques pour leur vie. Être journaliste au Mexique, par exemple, et travailler sur les questions liées à l'environnement, là, on risque sa peau. C'est du concret. C'est pas un truc un peu abstrait. Moi, oui, je reçois des menaces de temps en temps. Bon, je porte plainte. La plupart du temps, les gens sont identifiés. Et jusqu'à présent, je touche du bois. Il ne s'est jamais rien passé de plus. Donc, on a quand même la chance, il faut avoir conscience de cette chance en tant que journaliste de bosser dans des pays démocratiques où la presse est libre. Mais quand même, est-ce que le ton, le climat s'est durci ? Moi, j'ai pas l'impression. Je sais que beaucoup de gens disent ça. Moi, j'ai l'impression que ça a quand même un peu toujours été comme ça. En tout cas, toujours. Quand je dis toujours, je parle des 10 ans où j'ai été journaliste, parce que je sais pas comment c'était avant. Mais moi, même il y a 10 ans, j'ai l'impression que déjà, dans les manifestations, c'était très tendu, très chaud pour les journalistes, qu'il y avait des journalistes qui étaient agressés. Quand j'ai commencé à France 2 à bosser pour les informations générales, j'ai été agressé dans une manifestation par un militant d'extrême droite. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand-chose qui ait changé. Peut-être qu'on parle plus aussi de ce climat-là, je sais pas. Mais c'est pas un ressenti que j'ai. On fait peut-être un peu les vierges effarouchées. En tant que journaliste, on aime bien aussi faire les victimes. Je sais pas ce que je dis, mais non, c'est pas ce que je dis. Non, mais toutes les violences doivent être condamnées, mais effectivement, les journalistes subissent des menaces et des violences, et c'est inacceptable. Mais il y a toute une autre frange de métier qui subit aussi ces violences et ces menaces-là, et peut-être qu'on en parle moins. Quand on est dans votre position, on n'échappe pas à la presse people, d'autant que vous êtes en couple avec une Miss France, Alexandra Rosenfeld, avec qui vous avez une petite fille. On a 2 filles. 2 filles. Ouais. Est-ce que ça vous gêne ou est-ce que ça vous aide, ce côté people ? Alors là, je ne me pose pas du tout la question. Je vous avoue que je n'ai pas choisi Alexandra. Est-ce qu'on peut se servir de ça ? Non, mais pas forcément elle, mais je dis le côté people, le côté peopleisé. Non, je n'ai pas l'impression que ça ait vraiment un impact. C'est la presse people qui parle de ce qu'elle a envie de parler, c'est son métier, mais je n'ai pas l'impression que, en tout cas, dans mon rapport au public, ça change vraiment quelque chose. Je pense que ce qui compte et ce que les gens reconnaissent et apprécient, c'est le travail de fond, le travail d'enquête. Et qu'on soit présent dans la presse people ou pas, je ne pense pas que ça change vraisemblablement la manière dont mon travail est perçu. La presse people va quand même parfois très loin, des fois très intrusive. Une fois, elle a même annoncé votre mort, je crois. Oui. Elle a titré que j'avais été abattu devant les yeux de ma compagne. Alors, voilà, bon, vous êtes toujours là. Toujours là. Mais des fois, c'est trop intrusif, ça va trop loin. Oui, évidemment, je ne vais pas vous dire le contraire. Moi, je prends ça avec un peu de recul et je préfère en rire. Voilà, franchement, qu'un journal puisse titrer que j'ai été abattu alors que je suis plutôt en pleine forme. Bon, c'est risible, franchement, ça ne m'a pas traumatisé. Je vais pas faire semblant d'avoir été choqué par ça. C'est ridicule, c'est eux qui se couvrent un peu de ridicule et je préfère en rire que faire ma vierge effarouchée, quoi. Vous l'avez dit, vous êtes doublement papa. Ouais. Qu'est-ce que cette paternité a changé vraiment profondément en vous ? Qu'est-ce que cette paternité a changé profondément en moi ? Je pense que quand on devient père, c'est un peu bateau hein, ce que je vais vous dire, ça fait un peu psychologie de comptoir, mais forcément notre rapport au monde change et on ne voit plus la vie de la même manière et on ne vit plus seulement que pour soi ou sa compagne, on vit aussi pour
un être humain qui dépend entièrement de vous et qui est, voilà, qui est là et dont vous êtes le seul... enfin, les parents sont le seul repère, le seul roc, et il dépend entièrement de vous, et ça donne une responsabilité immense, c'est un bonheur immense, et ça donne aussi une perspective différente sur l'après votre mort, c'est-à-dire que on se projette dans la vie qu'aura son enfant après notre disparition, puisqu'on va tous mourir. Hein. Ah mince. Ouais, je suis désolé, je viens avec une mauvaise nouvelle. Mais voilà, on se projette et du coup, on s'intéresse aussi à l'état du monde après le moment où on ne sera plus là. Parce que j'ai pas envie que mes gamines vivent, grandissent et vieillissent dans un monde chaotique rempli de crises en permanence, quoi. Et ça, c'est ce funeste constat qui pousse beaucoup de gens de notre génération à refuser de faire des enfants. Il y a un vrai choix qui s'opère aujourd'hui en se disant mais si je fais des enfants, je vais leur laisser un monde horrible. Et si j'en fais pas, je les préserve. C'est des questions qui se posent. Moi, je pense que c'est une question très délicate parce que c'est vraiment très personnel, la question d'avoir ou pas des enfants, de pouvoir ou pas avoir des enfants et de le vouloir ou pas. C'est une question qui est propre à chacun et je pense que chacun doit y répondre pour lui-même, quoi. Et moi, je me vois mal venir expliquer aux gens ce qu'il faut faire ou pas, avoir tant d'enfants ou pas. Enfin, voilà. Mais c'est quand même fou de se dire en 2021, l'argument de l'enfant, enfin, on colle un argument écologiste au fait d'avoir un enfant ou pas. Là, on voit que les choses changent aussi et puis que le rapport à la planète change. Je pense que c'est aussi une manière peut-être de ne pas régler les problèmes immédiats et de se dire, n'ayons pas d'enfants et puis comme ça, on peut continuer à vivre comme on vit et tout va bien. Je pense que moi, j'y vois la raison du combat, en fait, aussi d'avoir des enfants. Ça responsabilise. Ça responsabilise, et puis ça veut dire qu'on ne se bat pas seulement à l'horizon d'une vie humaine, on se bat à l'horizon de la perpétuation de notre espèce. Et moi, je suis attaché à l'humanité. Je ne fais pas partie des gens qui disent que l'humain est un cancer, qu'on est une espèce uniquement horrible et tout. Alors, effectivement, on a un impact catastrophique, et il faut qu'on change ça absolument, mais l'humanité, c'est aussi quelque chose de beau, c'est aussi quelque chose... c'est aussi une espèce capable de choses formidables. Donc, je suis pour la perpétuation de l'espèce humaine. Très bien, et que ce soit dit. Et je pense même que c'est une des raisons du combat. Ouais. Parce qu'après tout, si on s'en fiche de notre suicidaire. Espèce, on peut continuer à vivre comme on vit aujourd'hui, s'il n'y a pas de génération après nous. Alors, on aura une fin de vie pas très agréable, et les autres espèces en subiront les conséquences. Mais bon, si quand on n'est plus là, il n'y a plus d'humains, après tout, pourquoi pas continuer vers le déluge? La tentation politique, dernière question, la tentation politique, forcément, quand on investit le champ citoyen, comme vous le faites, même si vous n'êtes pas engagé dans une course, quelle qu'elle soit, une course électorale, par exemple. On sait que des journalistes se posent la question, en tout cas. Certains se sont même lancés en politique. Vous, c'est quelque chose qui peut un jour vous intéresser? En Suisse, ouais. Suisse. Je vais bâtir une carrière politique en Suisse. On va faire le nécessaire pour vous obtenir les papiers. Pouvoir m'accompagner. Oui. Voilà, donc je vous annonce briguer la présidence du pays. Mais c'est pas trop comme ça que ça marche. On vous expliquera. C'est un peu plus. C'est pas comme ça que ça marche. C'est un peu comme le pape, en fait. Il faut être. Il faut être élu. Il faut être élu par une assemblée d'élus. Ok, non, blague à part. Non, pour l'instant, c'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse. J'ai l'impression d'être plus utile dans ce que je fais aujourd'hui et d'avoir un impact plus important en faisant des émissions et en transmettant l'information. Mais si le futur président du pays vous appelle, je ne sais pas qui c'est, et vous dit voilà, j'ai un poste de ministre de France. J'ai un poste de ministre comme Nicolas Hulot avec Emmanuel Macron, vous dites oui? Je ne sais pas. Donc c'est pas. Faites pas une Dupond-Moretti, c'est très bien. Comme ça, on ne sortira pas la cassette. Je vais vous dire un truc. Être ministre pour être ministre, ça n'a aucun intérêt. Ça dépend quelle garantie on peut obtenir et ça dépend ce qu'on peut vraiment mettre en place. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui. Mais par exemple, je peux comprendre quelqu'un comme Nicolas Hulot qui a décidé de tenter l'aventure en se disant qu'il pouvait essayer de changer les choses de l'intérieur. Bon, son constat, c'est lui-même qui le dit, qu'il n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, qu'il a été prisonnier des lobbies et qu'il a finalement démissionné pour être en cohérence avec ce qu'il pensait. Mais c'est tout à son honneur d'avoir essayé de faire quelque chose. Et moi, je ne fais pas partie des gens qui disent que toute la classe politique est sale, que la politique en soi, c'est sale et qu'il faut surtout se tenir éloigné de cette sphère. C'est notamment par la politique qu'on va réussir à éviter la catastrophe et à prendre les mesures qui s'imposent. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Il ne faut jamais dire jamais. Ça, c'est mon expérience du petit journal et de quotidien où je sais que si tu dis jamais un jour et que dans 10 ans, tu fais l'inverse, on va te ressortir la cassette. Donc moi, je ne dis jamais à rien, mais ce n'est pas d'actualité.
Merci beaucoup Hugo Clément et on Merci vous à retrouve vous. donc le 2 décembre au Théâtre du Léman pour votre conférence. Avec plaisir.